Easy girl. Easy little one. I've got you. Swelling's bad. Venom's moving up the leg. Stay still for me. You're alright. We'll get it cleaned and wrap it. Hang in there, cub. Easy, little one. Hold on. Needle in. 3, 2. I know. It's almost done. Keep breathing for me. That's it. You're okay. Vous venez d'assister à un moment de tension extrême. Les mains d'un homme luttant pour sauver un lionceau sous le regard silencieux de sa mère. Mais ce que ces images ne révélaient pas change absolument tout. Cette lionne, immobile dans l'obscurité, n'était pas une menace. C'était Nala, une âme que le ranger James Thornton avait lui-même arrachée à un piège de braconnier 8 mois auparavant. Elle n'était pas venue par hasard ou par agression. Elle avait délibérément parcouru des kilomètres dans la nuit pour amener son petit mourant au seul humain en qui elle avait une confiance absolue. L'enjeu était bien plus grand qu'une simple blessure. Les 2 petites marques sur la patte enflée du lionceau étaient la signature mortelle d'un mamba noir. Dans sa cabane isolée, avec l'aide la plus proche à des heures de route, James ne possédait qu'une seule et unique dose d'antidote. Une seule chance fragile de défier un poison fulgurant qui ne pardonne jamais. Pourtant, l'horreur de la situation était sur le point de s'intensifier de manière inimaginable. Ce que James allait découvrir dans les secondes suivantes défiait toute logique et tout espoir. Ce lionceau n'était pas le seul. Nala n'avait pas seulement amené un petit en détresse, elle avait transporté un par un toute sa portée empoisonnée jusqu'à son porge. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un triage médical impossible, d'une décision déchirante face à 3 vies innocentes et des ressources pour n'en sauver qu'une. Mais avant de plonger dans le récit complet de cette nuit incroyable, prenez un instant pour nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous nous regardez. Pensez à vous abonner et à laisser un like pour soutenir notre travail. Maintenant, retournons au commencement, au moment où tout a basculé pour James dans le silence de la savane africaine. Le vrombissement grave du Land Rover Defender était le seul son qui brisait le silence glacial de la nuit sud-africaine. Au volant, James Thornton sentait le poids de 3 jours de patrouille peser sur ses épaules. À 54 ans, dont 22 passés à arpenter ces terres sauvages du parc national Kruger, il connaissait chaque piste, chaque rocher, chaque ombre projetée par la lune. La fatigue était une vieille amie, tout comme cette solitude profonde et apaisante du Bushveld. L'air à 5 degrés Celsius mordait ses joues chaque fois qu'il baissait la vitre pour écouter les bruits de la nuit. Il rentrait enfin chez lui, dans sa cabane isolée, un sanctuaire de bois et de tôle au milieu d'un océan d'acacias et d'herbes hautes. La mission de vérification des lignes de piège à collet était terminée. Il ne pensait qu'à une tasse de café chaud et au sommeil. Une fin de journée ordinaire. La piste devenait plus familière, les arbres se transformant en silhouettes amicales dans le halo des phares. Sa cabane apparut enfin, une petite lumière solitaire dans l'immensité obscure. Pour James, ce n'était pas juste un abri, mais le centre de son univers, le point d'ancrage de sa vie dédié à la faune. C'est là qu'il soignait les animaux blessés, analysait des données et trouvait un peu de repos avant de repartir. En approchant, il ralentit, le crissement des pneus sur la terre sèche signalant la fin du voyage. Une vague de soulagement le traversa. La routine avait quelque chose de rassurant dans un monde où le danger était une constante. Il coupa le contact, prêt à s'abandonner à la quiétude de son foyer. Mais ce que les phares allaient révéler dans la seconde suivante allait anéantir toute notion de routine et de repos pour les heures à venir. Alors que le véhicule s'immobilisait, le faisceau lumineux balaya une dernière fois le porche en voie. Et là, une forme massive et immobile figea le sang de James dans ses veines. Une lionne. Elle était assise à moins de 10 mètres de sa porte d'entrée, statue dorée et silencieuse dans la nuit. Son premier réflexe, fruit de décennies d'entraînement, fut une montée d'adrénaline pure et glaciale. Sa main se crispa sur la radio, ses doigts cherchant déjà le bouton pour appeler des renforts. Une lionne si près d'une habitation était une anomalie, une menace potentielle qui ne pouvait être ignorée. Son esprit analysa la situation en une fraction de seconde. La distance, les issues possibles, le danger imminent. Chaque fibre de son être lui criait de suivre le protocole. C'était une situation critique. Pourtant, quelque chose clochait. Sa main resta suspendue au-dessus de la radio. James plissa les yeux, son expérience prenant le pas sur l'instinct de survie.
La posture de l'animal n'était pas agressive. Ses oreilles n'étaient pas couchées en arrière, sa queue ne fouettait pas le sol avec irritation. Elle était simplement assise là, le corps affaissé, la tête basse dans une attitude de soumission totale. C'était une posture qu'il n'avait que rarement observée, une posture qui ne correspondait à aucune menace. Une question brûlante remplaça la peur. Pourquoi? Pourquoi est-elle là, si vulnérable, si étrangement calme? Contre toute logique, il décida de ne pas passer l'appel. Il devait comprendre. Cette décision, prise en un instant, allait définir le reste de sa nuit et peut-être même de sa vie. Le silence devenait assourdissant quand il coupa le moteur. Seul le tic-tac du métal qui refroidissait accompagnait le battement de son propre cœur. Il attrapa sa torche la plus puissante et sa trousse vétérinaire de terrain, un geste devenu seconde nature. En sortant du véhicule, le froid le saisit. Chaque pas sur le sol craquant semblait résonner dans toute la savane. 30 secondes, c'était le temps qu'il estimait pour atteindre le porche. 30 secondes durant lesquelles la lionne ne bougea pas d'1 centimètre. Ses yeux, 2 émeraudes liquides, capturaient la lumière de sa torche, le suivant sans la moindre trace d'hostilité. James avançait lentement, un pas après l'autre, son souffle formant de petits nuages blancs devant lui. Il n'y avait plus de peur, seulement une tension insoutenable et une curiosité grandissante. Qu'est-ce que cet animal voulait de lui? Arrivé au pied des marches en bois, il s'arrêta. Le faisceau de sa lampe éclaira pleinement la scène et la réalité le frappa avec la force d'un coup de poing. Il reconnut la cicatrice distinctive en forme de Y sur l'oreille gauche de la lionne. C'était Nala, une femelle qu'il avait libérée d'un piège de braconnier 8 mois plus tôt. Puis son regard descendit. Blotti contre ses pattes massives se trouvait un paquet de fourrures minuscules, presque invisibles dans l'ombre. Un lionceau. Il allaita en voyant l'état de la petite créature. Sa patte arrière gauche était horriblement enflée, d'une couleur noire violacée, 3 fois sa taille normale. L'animal respirait à peine. À cet instant, James comprit tout. Nala n'était pas une menace. Elle était une mère désespérée qui avait parcouru des kilomètres pour amener son petit mourant au seul être en qui elle avait confiance. Un dilemme cruel s'imposa à lui. Agenouillant avec une lenteur calculée, James posa délicatement sa trousse sur le plancher en bois. La lumière de sa lampe frontale dessina un cercle clinique sur la petite créature, révélant toute l'étendue du désastre. C'était un mâle, à peine âgé de 3 semaines. Sa patte arrière gauche était une masse difforme et monstrueuse, enflée jusqu'à atteindre près de 15 cm de diamètre, d'une terrifiante couleur noire violacée qui semblait absorber la lumière. La peau était tendue à l'extrême, brillante sous la condensation de la nuit froide. James distingua immédiatement les 2 marques de crocs, nettes et précises, espacées d'un peu plus d'1 centimètre. Une signature mortelle qu'il connaissait trop bien. Le lionceau était presque comateux, son petit flanc ne se soulevant qu'à peine. Nala, sa mère, restait une ombre silencieuse à la lisière de la lumière, son regard intense suivant chaque geste de l'homme en qui elle avait placé son dernier espoir. Une confiance absolue face à une mort imminente. Avec des gestes professionnels et rapides, James entreprit une évaluation vitale. Il n'y avait pas une seconde à perdre. D'abord, la respiration. Il plaça sa main juste au-dessus du museau du lionceau, sentant à peine le souffle erratique et superficiel. Il compta 8 inspirations par minute. C'était dangereusement bas, un signe clair de dépression du système nerveux central. Ensuite, il souleva délicatement la lèvre supérieure de l'animal pour examiner ses gencives. Elles étaient d'une blancheur de porcelaine, presque translucide, confirmant un état de choc circulatoire sévère. Le sang ne parvenait plus correctement aux extrémités. Enfin, il testa la réactivité en pinçant doucement le cousonnet d'une patte saine. Aucune réaction. Le petit corps était flasque, abandonné à la toxine qui le paralysait de l'intérieur. Chaque signe était un clou de plus dans le cercueil de ses espoirs, un pas de plus vers une issue fatale. La combinaison des symptômes ne laissait aucune place au doute. Les 2 points de morsure, le gonflement rapide et massif, la nécrose des tissus et la paralysie progressive étaient la signature indubitable d'un mamba noir. Le prédateur le plus redouté de la savane, non pas pour sa taille, mais pour la vitesse foudroyante de sa neurotoxine. James sentit une sueur froide perler sur son front, malgré les 5 degrés ambiants. Il connaissait la puissance de ce venin. Pour un lionceau de ce poids, la dose injectée était massive.
Son esprit, habitué au calcul de crise, se mit en marche. En se basant sur la progression des symptômes, il savait qu'il ne disposait que de quelques minutes, 10 au grand maximum, avant que la paralysie n'atteigne les muscles respiratoires. 10 minutes avant l'arrêt cardiaque et la mort. Le temps n'était plus un allié, c'était un ennemi impitoyable qui s'écoulait trop vite. La seule réponse possible était l'antidote. Une course désespérée s'engagea dans son esprit. Il se projeta à l'intérieur de sa cabane, visualisant le petit réfrigérateur où il conservait ses fournitures médicales d'urgence. Et c'est là que la réalité le frappa avec une violence inouïe. Il n'avait qu'un seul flacon, un unique flacon de 10 ml de sérum antivénimeux polyvalent. Une dose à peine suffisante pour un animal de cette taille, sans aucune marge d'erreur, sans possibilité de seconde injection si la première s'avérait insuffisante. Son isolement, d'habitude une source de paix, se transforma en une cage. Le centre de secours le plus proche était à plus de 3 heures de route chaotique. Une éternité. Il était seul, avec des ressources dramatiquement limitées face à un poison qui ne pardonnait jamais. Le poids de cette unique dose pesait sur ses épaules comme une montagne. Un dilemme cruel s'imposa à lui. Le protocole était clair. Dans une telle situation, avec des chances de survie si minces et des ressources si critiques, l'intervention était déconseillée. Il y avait aussi le risque personnel. Nala était calme, mais elle restait une lionne sauvage de plus de 150 kilos. La douleur de son petit pouvait la rendre imprévisible à tout moment. Une part de lui, le professionnel pragmatique, lui soufflait d'appeler des renforts, même s'il savait qu'ils arriveraient trop tard. Mais son regard croisa celui de Nala. Il revit la cicatrice sur son oreille, se souvint de la terreur dans ses yeux quand il l'avait libérée du piège d'un braconnier. Elle ne l'avait pas oublié. Cet acte de venir jusqu'à son porche, de déposer son petit mourant à ses pieds, était un acte de confiance si profond qu'il transcendait toutes les règles. Il ne pouvait pas l'ignorer. Ce n'était plus une question de protocole, mais une dette d'honneur. La décision fut instantanée. Il allait se battre. D'un mouvement fluide, il se releva et se précipita à l'intérieur de la cabane. Ses mains trouvèrent immédiatement le flacon froid dans le réfrigérateur, ainsi qu'une seringue, un cathéter de calibre 22 et des tampons d'alcool. De retour sur le porche, il organisa son matériel sur le sol avec une précision chirurgicale, créant un petit champ stérile dans le chaos. « Je vais t'aider », murmura-t-il à Nala, sa voix basse et rassurante dans le silence de la nuit. Puis vint le moment critique, le point de non-retour. Il prit délicatement la patte avant-droite du lionceau dans sa main. La fourrure était douce, mais la peau en dessous était glacée, presque sans vie. La douleur de son petit pouvait la rendre imprévisible à tout moment. Une part de lui, le professionnel pragmatique, lui soufflait d'appeler des renforts, même s'il savait qu'ils arriveraient trop tard. Mais son regard croisa celui de Nala. Il revit la cicatrice sur son oreille, se souvint de la terreur dans ses yeux quand il l'avait libérée du piège d'un braconnier. Elle ne l'avait pas oublié. Cet acte de venir jusqu'à son porche, de déposer son petit mourant à ses pieds, était un acte de confiance si profond qu'il transcendait toutes les règles. Il ne pouvait pas l'ignorer. Ce n'était plus une question de protocole, mais une dette d'honneur. La décision fut instantanée. Il allait se battre. D'un mouvement fluide, il se releva et se précipita à l'intérieur de la cabane. Ses mains trouvèrent immédiatement le flacon froid dans le réfrigérateur, ainsi qu'une seringue, un cathéter de calibre 22 et des tampons d'alcool. De retour sur le porche, il organisa son matériel sur le sol avec une précision chirurgicale, créant un petit champ stérile dans le chaos. « Je vais t'aider », murmura-t-il à Nala, sa voix basse et rassurante dans le silence de la nuit. Puis vint le moment critique, le point de non-retour. Il prit délicatement la patte avant-droite du lionceau dans sa main. La fourrure était douce, mais la peau en dessous était glacée, presque sans vie. Ses doigts experts palpèrent la veine céphalique, minuscule et fragile. Il sentit le regard de Nala brûler sa nuque. Le monde entier semblait s'être arrêté, suspendu à ce premier contact, à cette fragile promesse de vie. Avec des mains qui tremblaient légèrement, non pas de peur mais à cause de l'adrénaline et du froid mordant, James inséra l'aiguille de la seringue dans le flacon d'antidote. Le liquide précieux, clair comme de l'eau, fut aspiré lentement. 10 millilitres. Une seule chance. Le temps semblait s'étirer, chaque seconde devenant une éternité. Autour de lui, le silence de la savane était total, comme si la nature elle-même retenait son souffle.
Seul le halètement faible et irrégulier du lionceau brisait cette quiétude pesante. James sentait le regard intense sur lui, un poids tangible sur ses épaules, un mélange de confiance absolue et de désespoir muet. Il positionna le petit corps fragile, ses doigts experts cherchant la veine céphalique sur la patte avant, un minuscule vaisseau sanguin qui était désormais le seul conduit vers la vie. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Tout dépendait de ce geste. Le premier obstacle se présenta immédiatement, brutal et implacable. À cause du choc circulatoire sévère, les veines du lionceau s'étaient complètement affaissées. Elles étaient devenues des fils invisibles et fragiles sous la peau froide. La pointe du cathéter de calibre 22 glissa une première fois. James jura entre ses dents, sentant une goutte de sueur glacée couler le long de sa tempe. Il se repositionna, changea légèrement l'angle et tenta à nouveau. Échec. L'aiguille ne trouvait pas sa cible. Le temps filait, impitoyable. Il pouvait presque sentir la neurotoxine progresser dans le petit corps, un poison silencieux qui éteignait la vie cellule par cellule. La frustration menaçait de le submerger, une vague de panique qu'il repoussa avec toute la force de sa volonté. Il ne pouvait pas se permettre, pas maintenant. Il devait changer de stratégie. Immédiatement. Abandonnant l'idée d'une voie intraveineuse classique, James opta pour une technique bien plus risquée, mais infiniment plus rapide. Une injection intra-osseuse. C'était une procédure de dernier recours, consistant à injecter le médicament directement dans la moelle osseuse, assurant une absorption quasi instantanée dans le système sanguin. Il saisit la patte arrière saine du lionceau, localisa le haut du tibia avec une précision millimétrée et d'un geste ferme et contrôlé, il enfonça l'aiguille spéciale à travers la peau et le périoste. Un léger craquement se fit entendre. C'était fait. Sans perdre une seconde, il connecta la seringue et commença à pousser le piston, envoyant le précieux antidote directement au cœur du système circulatoire de l'animal. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres. Il avait gagné quelques secondes. Mais l'univers avait d'autres plans. Alors que les derniers millilitres de sérum pénétraient dans le corps du lionceau, Nala émit un grondement bas et plaintif, un son qui ne venait pas de la gorge mais des profondeurs de son âme. De l'obscurité totale, au-delà du cercle de la lampe frontale, une autre petite forme apparut. Une femelle, titubant sur des pattes mal assurées, les yeux vitreux. Elle s'effondra à 1 mètre de sa mère, sa respiration déjà sifflante et laborieuse. James sentit son cœur s'arrêter. La réalité le frappa avec la violence d'un train en pleine course. L'antidote, sa seule et unique dose, était épuisée. Et ce n'était pas un seul petit qui était en train de mourir, c'était un incident à victimes multiples. L'espoir fragile qu'il venait de construire s'effondra en un instant, remplacé par un abîme de désespoir. Une pensée sombre et amère envahit son esprit. J'en ai sauvé un, juste pour regarder les autres mourir. L'ironie cruelle de la situation le submergea. Il avait agi, il avait réussi une procédure difficile, mais à quoi bon? Il se revit des années en arrière, impuissant face à un rhinocéros piégé dans la boue, arrivé quelques minutes trop tard pour le sauver. Le même sentiment d'échec total, cette certitude glaciale que malgré tous ses efforts, il ne pouvait pas déjouer le destin. Il regarda la deuxième petite, puis le premier qui commençait à peine à montrer des signes de stabilisation. Une bataille gagnée dans une guerre déjà perdue. La solitude de sa cabane ne lui avait jamais paru aussi écrasante, un isolement qui le condamnait à être le témoin unique de cette tragédie inévitable. Pourtant, au plus profond de ce désespoir, une étincelle de son professionnalisme refusa de s'éteindre. Il ne pouvait pas les guérir, mais il ne les abandonnerait pas. Il se força à écarter la vague de futilité qui menaçait de le paralyser. S'il ne pouvait pas leur offrir un remède, il leur offrirait du réconfort. Il se redressa et se précipita à nouveau à l'intérieur, revenant avec des poches de solution saline, des seringues et une couverture de survie. Son esprit passa en mode de soins palliatifs. Hydratation pour soutenir leurs fonctions vitales, chaleur pour combattre l'hypothermie induite par le choc. Chaque geste était un acte de défi contre la mort, une affirmation que même face à l'inéluctable, la compassion avait encore un sens. Il s'agenouilla près de la deuxième petite, préparant une injection sous-cutanée de fluide. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est alors que l'impossible devint encore pire. Un troisième son, un faible gémissement s'éleva de l'obscurité.
Un troisième lionceau, le plus petit de tous, rampa sur le porche avant de s'effondrer. Son corps minuscule fut immédiatement secoué par une violente convulsion. Ses membres se raidissent, son dos s'arqua et une écume blanche apparut au coin de sa bouche. C'était le signe ultime, la phase terminale de l'empoisonnement. La neurotoxine avait franchi la barrière hémato-encéphalique et attaqué directement le cerveau. C'était une condamnation à mort, une agonie que James avait vue trop de fois. La scène était insoutenable. Un lionceau stabilisé, un deuxième en détresse respiratoire et un troisième en pleine crise neurologique. La situation n'était plus désespérée. Elle était devenue un cauchemar apocalyptique. Face à cette crise terminale, quelque chose se brisa en James. Les protocoles, la prudence, la logique, tout vola en éclats. Il ne restait qu'un seul instinct brut, se battre. Une idée folle, non orthodoxe et incroyablement risquée germa dans son esprit. Une transfusion sanguine, directe. Prélever du sang du premier lionceau, celui dont le corps contient maintenant l'antidote actif, et l'injecter au troisième, celui qui est en train de convulser. C'était une procédure de terrain non testée, une manœuvre désespérée avec des dizaines de risques, de la coagulation à la réaction immunitaire, mais la seule alternative était de le regarder mourir. Il n'y avait plus de choix. C'était ça ou rien. La décision fut prise en une fraction de seconde, une décision née non pas de la science, mais du plus pur désespoir. Sans une seconde d'hésitation, il se tourna vers le premier lionceau. Le petit commençait à respirer plus profondément, un signe encourageant. « Pardonne-moi, mon grand », murmura-t-il. Il prépara une seringue de 20 millilitres et une aiguille à haleine. Avec une précision extrême, il localisa la veine jugulaire du petit, un vaisseau sanguin vital dans le cou. Sous le regard fixe et silencieux de Nala, qui n'avait pas bougé d'1 centimètre, il inséra l'aiguille et commença à prélever lentement le sang, maintenant porteur de vie. Le liquide rouge foncé remplit la seringue, chaud et vital. Chaque millilitre était un pari insensé. Il retira l'aiguille, appliqua une pression sur le point de ponction, puis se tourna immédiatement vers le troisième lionceau, dont le corps était toujours secoué de spasmes. Il s'agenouilla près du petit corps tremblant, le monde se réduisant à la seringue dans sa main et à la veine céphalique de la patte avant. Il inséra l'aiguille et commença à injecter lentement le sang de son frère. 10 millilitres. 30 secondes s'écoulèrent, une éternité. Les convulsions ne cessaient pas. La respiration du petit devint presque inexistante. Il est trop tard, pensa-t-il, un vide glacial s'installant dans sa poitrine. Avec un dernier sursaut de défi, il injecta les 10 millilitres restants. Le corps du lionceau fut secoué par un dernier spasme, plus violent que les autres, puis il devint complètement flasque et immobile. James fixa la petite créature, le souffle coupé. 5 secondes passèrent. Rien. Le silence était absolu. Le piston de la seringue s'enfonça jusqu'au bout, libérant les derniers millilitres de sang porteurs d'espoir dans le petit corps inerte. Le lionceau fut secoué par un ultime spasme, un spasme si violent que son dos se cambra dans un arc rigide. Puis, aussi soudainement que la crise avait commencé, tout s'arrêta. Le corps retomba sur le plancher de bois, flasque, sans vie. James retint son souffle, ses yeux fixés sur la petite poitrine immobile. 1 seconde, 2. Le silence devint un cri assourdissant dans ses oreilles. 3 secondes, 4. Rien. Pas un mouvement, pas un souffle. 5 secondes. Un vide glacial envahit la poitrine de James. Une certitude amère et tranchante. Il était trop tard. Il avait échoué. Tout son savoir, toute sa détermination, tout ce combat désespéré n'avait servi qu'à prolonger une agonie. La mort avait gagné. Puis, alors que le désespoir menaçait de le submerger complètement, un son minuscule, presque imperceptible, brisa le silence mortel. Un hoquet. Un unique et faible halètement, une aspiration d'air fragile et désespérée. James se figea, n'osant y croire. Était-ce un simple réflexe post-mortem, un dernier soubresaut des nerfs? Il se pencha, son oreille à quelques centimètres du museau du lionceau, scrutant l'obscurité. Le monde entier semblait suspendu à ce moment, et il l'entendit à nouveau. Un deuxième halètement, à peine plus fort que le premier, mais indéniable.
Une étincelle d'espoir, infime mais brûlante, s'alluma dans les ténèbres de son esprit. Il posa une main tremblante sur le flanc du petit et murmura, sa voix brisée par l'émotion. « Allez, bats-toi, mon petit. » Chaque seconde était une prière silencieuse, une attente insoutenable. Un troisième souffle suivit, puis un quatrième, chacun gagnant en force et en profondeur. Lentement, de manière agonisante, un rythme commença à s'installer. C'était un rythme erratique, chaotique, mais c'était un rythme de vie. En l'espace de 2 minutes qui parurent durer une vie entière, la respiration du lionceau se stabilisa autour de 10 inspirations par minute. Les convulsions avaient complètement cessé. Son petit corps, bien que toujours faible, n'était plus en guerre contre lui-même. La transfusion, cette manœuvre insensée née du plus pur désespoir, avait fonctionné. Le sang de son frère, chargé d'anticorps, avait réussi à franchir la barrière du cerveau et à neutraliser la neurotoxine au moment le plus critique. James sentit une vague de soulagement si intense qu'elle lui donna le vertige. Il avait arraché une vie des griffes de la mort. Cette victoire fragile raviva la flamme du combattant en lui. Le désespoir fit place à une détermination féroce et glaciale. Il n'avait pas le temps de savourer ce succès. Il se tourna immédiatement vers le deuxième lionceau, la femelle, qui gisait à quelques mètres, sa respiration de plus en plus faible. Il n'avait plus d'antidote, mais il n'était plus impuissant. Il pouvait encore se battre avec les armes qui lui restaient, les soins de soutien. Il se précipita à l'intérieur de la cabane, ses mouvements rapides et précis malgré l'épuisement. Il revint avec une poche de solution saline, une seringue et un petit flacon de dexaméthasone, un puissant stéroïde pour combattre le choc et l'inflammation. Son esprit était de nouveau un champ de bataille clinique, chaque action calculée pour maximiser les chances de survie. Il n'allait en abandonner aucun, pas cette nuit. S'agenouillant près de la petite femelle, il travailla avec une efficacité redoutable. Ses doigts experts pincèrent délicatement la peau lâche entre ses omoplates, créant une petite tente. D'un geste sûr, il inséra l'aiguille sous la peau et ouvrit la valve de la poche de solution saline. Le liquide vital commença à s'écouler, formant une bosse qui serait lentement absorbée par le corps déshydraté. C'était une manière de soutenir les reins et de maintenir la pression sanguine. Ensuite, il prépara une injection de dexaméthasone. Une dose minuscule pour un corps si petit, mais qui pouvait faire la différence entre la vie et la mort en réduisant l'inflammation systémique causée par le venin. Tout au long de la procédure, Nala resta immobile, une statue d'or dans la pénombre, ses yeux ne quittant jamais les mains de l'homme qui se battait sans relâche pour sa famille. Les minutes se transformèrent en heures. La nuit s'épaissit, le froid devint plus mordant. James instaura une routine de survie sur le porche. Il déplaça les 3 petits corps fragiles les uns contre les autres pour conserver leur chaleur, puis les recouvrit délicatement d'une couverture de survie argentée qui scintillait sous la lumière de sa lampe frontale. Toutes les 15 minutes, il faisait le tour, vérifiant la respiration de chacun, palpant leurs extrémités pour évaluer leur circulation sanguine. Il ne ressentait ni la fatigue, ni le froid, ni la faim. L'adrénaline et la concentration l'isolaient dans une bulle de temps suspendue. Son univers s'était réduit à ces 3 petits êtres vulnérables et à la lionne qui montait la garde, une sentinelle silencieuse dont la présence était à la fois une source de pression immense et de réconfort étrange. L'aube arriva enfin, peignant l'horizon de teintes grises et roses. À 5 heures du matin, la lumière naissante révéla la scène sur le porche. Et c'est là que James sut qu'il avait gagné. Les 3 lionceaux respiraient de manière régulière et synchronisée, leurs petits flancs se soulevant à l'unisson sous la couverture brillante. Blottis les uns contre les autres, ils semblaient dormir paisiblement. Mais le signe le plus important, le plus indéniable, était la réduction visible de l'enflure. La patte du premier mâle, autrefois une masse monstrueuse et violacée, avait diminué de près de la moitié. Les membres des 2 autres, bien que toujours gonflés, avaient retrouvé une forme reconnaissable. La toxine avait été vaincue. Le système immunitaire, soutenu par ces interventions désespérées, avait repris le contrôle. Ils allaient vivre, tous les 3. En contemplant cette scène presque miraculeuse, le barrage de contrôle professionnel que James avait érigé pendant des heures se fissura, puis s'effondra complètement. Une vague d'épuisement et d'émotion pure le submergea. Il s'adossa lourdement contre le mur en bois de sa cabane, ses jambes se dérobant sous lui. Un tremblement incontrôlable s'empara de tout son corps, la réaction retardée à des heures de tension et d'adrénaline.
Il ferma les yeux, la tête renversée en arrière, et pour la première fois depuis le début de cette nuit interminable, il s'autorisa à respirer. Des larmes silencieuses, un mélange de soulagement, de gratitude et d'épuisement total se mirent à couler sur ses joues burinées par le soleil et le vent. Le sauvetage physique était terminé. Il avait tenu sa promesse. Une fois le danger immédiat passé, James consacra l'heure suivante aux soins intensifs de stabilisation. La crise était terminée, mais la bataille pour la vie n'était pas encore gagnée. Avec une concentration renouvelée, il prépara des injections sous-cutanées de solutions salines, les administrant à chaque lionceau à intervalles de 20 minutes pour combattre la déshydratation et soutenir leurs reins. Il nettoya délicatement les 2 petites marques de crocs sur la patte de chaque petit avec un antiseptique, un geste plus symbolique qu'autre chose à ce stade. Il décida de ne pas demander de transport. Le stress du voyage pourrait être fatal dans leur état fragile. Ils étaient plus en sécurité ici, sous sa surveillance constante. C'est pendant ces gestes méthodiques qu'il remarqua le changement. Le corps de Nala, autrefois une sculpture de tension, s'était complètement détendu. Elle s'était allongée, un sphinx doré à seulement 1 mètre de lui, observant ses moindres gestes avec une quiétude palpable. Le changement le plus profond fut auditif. Un son grave et vibrant commença à émaner de la poitrine de Nala, un ronronnement si profond qu'il semblait faire vibrer le plancher en bois du porche. Ce n'était pas le grondement d'une menace, mais la résonance pure du contentement et du soulagement. Le son remplissait le silence de l'aube naissante, une bande sonore apaisante à la fin d'une nuit de terreur. Pour James, ce ronronnement était plus éloquent que n'importe quel mot. C'était une acceptation, une reconnaissance que ses petits étaient hors de danger. L'air, qui avait été chargé d'une tension électrique pendant des heures, devint soudain léger. La barrière invisible entre l'homme et la bête sauvage s'était dissoute dans cette vibration rassurante. Il continua son travail, mais son propre corps se détendit, ses épaules s'affaissant pour la première fois, libérées d'un poids imaginable. À 6h30, alors que les premiers rayons du soleil perçaient l'horizon, le moment le plus inoubliable de sa vie se produisit. Nala se leva avec une grâce fluide, sa musculature puissante se déployant sans un son. Elle fit les quelques pas qui la séparaient de James, qui était toujours agenouillé auprès des lionceaux. Il se figea, son cœur s'arrêtant un instant. Mais il n'y avait aucune menace dans son approche. Elle s'arrêta à côté de lui et, avec une lenteur infinie, pencha sa tête massive. Elle pressa sa joue, dont la fourrure est rêche et sentait la poussière et l'herbe sèche, contre la jambe de son pantalon. L'animal frotta doucement sa tête contre lui pendant 15 longues secondes. 15 secondes d'une confiance absolue, d'un contact physique qui défiait toutes les lois de la nature sauvage. Un geste de pure gratitude. James sentit la vibration du ronronnement se propager directement de la tête de la lionne à travers sa jambe, remontant le long de sa colonne vertébrale. La chaleur de son corps, la puissance contenue dans ce simple geste de tendresse, le submergea complètement. Il était pétrifié, n'osant ni bouger ni même respirer trop fort, de peur de briser ce sortilège. Une émotion brute et puissante monta dans sa gorge, et ses yeux s'emplirent de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. Lentement, avec une main qui tremblait de façon incontrôlable, il la posa sur le cou épais de Nala, sentant la force incroyable des muscles sous la fourrure. Il n'y avait pas de mots pour un tel moment. Il murmura simplement, sa voix brisée par l'émotion, « De rien, Nala, de rien, ma belle ». C'était une communication silencieuse, un remerciement mutuel qui transcendait le fossé entre leurs 2 mondes. Le contact cessa aussi doucement qu'il avait commencé. Nala se redressa et se tourna vers ses petits. Avec une délicatesse infinie, elle saisit le premier par la peau du cou et se dirigea vers les hautes herbes de la savane. Elle répéta le processus pour le 2e, puis pour le 3e, un va-et-vient patient et méthodique pour réunir sa famille. Avant de disparaître dans le bushveld avec le dernier lionceau se balançant doucement dans sa gueule, elle s'arrêta. Elle se retourna et fit James. Leurs regards se croisaient et se maintenirent pendant 10 secondes pleines, un échange silencieux chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Puis, elle partit. 3 mois plus tard, un appel radio crépita. Une patrouille avait repéré Nala près d'un point d'eau. Elle n'était pas seule. Ses 3 lionceaux, vifs et en parfaite santé, jouaient autour d'elle sous le soleil africain. Ce jour-là, en regardant la savane vide où sa famille improbable avait disparu, James comprit quelque chose de fondamental. L'acte de Nala n'était pas un simple instinct de survie.
C'était une décision calculée, un acte de foi basé sur un souvenir de compassion. Elle avait mis la vie de toute sa portée entre les mains d'un membre d'une espèce qui, si souvent, était la source de leur souffrance. Cette nuit avait réaffirmé sa conviction la plus profonde. La compassion est un langage universel, une monnaie d'échange qui ne connaît pas de barrière entre les espèces. Elle ne se communique pas par des mots, mais par des actions désespérées, par des mains qui soignent au lieu de blesser, et par une confiance partagée. Parfois, sauver une vie ne fait que confirmer que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, connectés.